juste bien dire les questions parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais, d'accord. Merci à toi, Octave. Merci pour l'invitation. Voilà. Et alors, on est très content d'être à ton événement Very Tech Trip, même si l'abréviation en VTT c'est aussi un vélo, mais passion. Ça m'a fait très bien rire. En 2 mots, comment tu pourrais définir cet événement? L'événement, l'objectif de l'événement, c'est montrer que l'écosystème autour de la tech français, européen existe et permettre aux gens de discuter autour de la techno. La techno dans un contexte un peu plus spécifique, c'est-à-dire les entreprises européennes qui ont besoin de certaines typologies de certification, ils ont besoin d'un certain nombre de garanties sur les datas. On voit très bien que la réglementation est en train de bouger, donc le jour, il y a une discussion autour de ça. Et tout simplement parler de la tech en fait, parce qu'on est en train de transformer, réécrire un petit peu les fondamentaux de l'économie en mettant en dessous de la techno et en utilisant les services de nos clients, les fournisseurs de services, mais aussi le cloud, donc utiliser les data. Cette data-là transforme notre société et l'objectif c'est que les gens tech puissent discuter entre eux pour dire comment tu fais ton job. Ah ouais, tu fais comme ça et partager. Il y a plein de confs où justement nos clients ils viennent regarder, discuter, par exemple présenter ce qu'ils font comme eux. D'accord. Alors, je vais reprendre un peu ta keynote, mais en commençant par la fin, tu as mis en avant le quantique. Alors, on sait que le quantique, c'est des enjeux extrêmement importants en France, en Europe. Il y a 2 points qui m'ont beaucoup intéressé dans ce que tu as dit. C'est la sécurité quantique et tout ce qu'on appelle le post-quantique, et c'est l'ordinateur quantique. Alors, pourquoi, pour toi, ou selon toi, le post-quantique est tellement vital? Parce qu'en fait, c'est un peu ce que je dis en fait, souvent, c'est que le siècle dernier est accéléré par l'atome et celui-là, il va être accéléré par quantique. Donc en fait, il faut que les gens commencent à réaliser, c'est qu'il faut qu'ils commencent à s'appuyer sur la quantique pour pouvoir accélérer leur business. Par exemple, chez OVH, bien sûr, on investit dans le quantique, on utilise les quantiques, il y a pas de start-up, etc. On vient d'acheter la première machine, on vient de commander la première machine quantique. Pourquoi faire? Pour générer les nombres aléatoires. Ça paraît bête comme besoin, mais non, c'est hyper important. Les nombres random, aujourd'hui, quand on utilise un ordinateur pour faire des chaînes de caractères random, on sait qu'ils sont random à 70%. C'est comme ça. D'accord? Il y a la loi mathématique qui le dit. Nous, avec la machine quantique qu'on a commandée, on va pouvoir monter à 85% du random. On va pouvoir permettre à nos clients d'avoir des chiffres random de meilleure qualité. C'est une petite application et c'est basé sur une machine quantique. Et donc les quantiques, elle dit, il y a une loi qui décrit comment on obtient 85%. Et tu parlais en fait de la sécurité. Oui, la sécurité parce que quelque part les ordinateurs quantiques pourront craquer tous les algorithmes. Il y a maintenant de nouveaux algorithmes qui ont été décidés, validés, éprouvés quantiques. Il faut le mettre en place. On va tout changer. Tous les VPN, tous les switches, tout, plus tous les sorteurs, il faudra tout changer. Il y a 4-5 ans pour le faire. Je veux dire, le chantier est gigantesque. Et plus les choses avancent, plus il devient gigantesque. Comment tu vas chiffrer les disques durs alors que les TPM sont déployés dans toutes les cartes mères? D'accord? Donc quel est matos en fait, quel est l'algorithme que tu dois mettre aujourd'hui pour que tes investissements que tu fais aujourd'hui puissent encore servir dans 5 ans et plus. C'est des enjeux cruciaux. D'accord? Et donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui ne réalisent pas que cette tsunami liée au quantique est en train d'arriver, il va faire très mal. Et aujourd'hui, ils ne se remettent pas en question. D'accord. Alors, on voit en Europe et notamment en Suisse que tout le post-quantique et la sécurité quantique et notamment la cryptographie quantique sont très actives, évidemment, parce qu'on est en Suisse, donc c'est le système bancaire qui drive un petit peu tout ça. Comment toi tu perçois un petit peu la situation en France? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bougeote? Ou est-ce qu'on est encore trop timide à ton avis? Je pense qu'en fait, c'est une question de focus et de budget. En fait. Ce que je dis souvent, en fait, c'est que si vous travaillez dans une entreprise qui fait plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, si vous n'avez pas 1 million de budget sur quantique en 2023, dans 5 ans, vous en avez.
Parce qu'à un moment, vos concurrents, ils font ces choix-là. Et ils vont être meilleurs le jour où les technologies sont disponibles. On parlait de sécurité, mais l'ordinateur quantique, c'est la même chose. Aujourd'hui, par exemple, dans le milieu bancaire, l'algorithme qui sert à faire des prédictions, en fait, qui sert à valider les crédits, en fait, les risques dans une entreprise qui s'appelle Monte Carlo, il existe sur des ordinateurs quantiques. Comment il faut adapter toute la structure des données pour que ça soit codé sur les portes quantiques, c'est du boulot. Si aujourd'hui les banques ne le font pas, demain, le jour où l'ordinateur quantique sera disponible, certaines banques vont avoir un avantage quantique immédiat et les autres vont avoir que les yeux pour pleurer. D'accord. C'est ça en fait notre message. Et c'est à ça que ça sert, ces typologies d'événements, pour sensibiliser certaines personnes à certains sujets qui soi-disant sont là. Non, il y a certains sujets qui sont en train d'arriver, les gars. D'accord. Et donc toi, ton rôle c'est quoi un peu? C'est donner une vision, c'est d'impulser quelque chose en interne, c'est ça? Moi, mon rôle aujourd'hui sur l'Est n'est plus dans les opérations. Donc, je ne drive plus les opérations. J'ai des gens super compétents pour faire ça. Moi, mon job, c'est de regarder la stratégie sur 20 ans. La découper par cycle de 5 ans et travailler avec des équipes, notamment avec Michel, avec CEO, sur comment on développe ces stratégies-là des 5 ans. Et à quel moment on touche quel sujet. Et à un moment où il y a suffisamment de digestion de sujets précédents, ils ont été déjà faits, on attaque le sujet suivant. Et donc, oui, on investit massivement beaucoup d'argent dans de nouveaux produits, dans de nouveaux segments des clients et dans de nouvelles géographies, de nouveaux data centers, de nouvelles géographies. Donc, on fait l'expansion en 3 dimensions de notre potentiel des offres qu'on peut faire partout dans le monde, dans les différents verticaux. Les verticaux, ça veut dire quoi? C'est les certifications. C'est pas la même certification dans le milieu bancaire que dans la santé, ni dans les affaires publiques, de la sphère dans les ministères. À chaque fois, il faut adapter les produits, il faut passer les certifications. Donc on attaque de plus en plus des verticaux pour rendre nos services digestibles par les différents verticaux. Et comment dans une société comme la tienne, tu vois la veille technologique et comment trouver les ruptures techniques ou technologiques qu'il faudrait mettre en avant, qu'il faudrait introduire? Parce que, en fait, quand on a regardé ta keynote, on voit bien qu'il y a un équilibre entre les évolutions de services actuels, l'impulsion vers de nouveaux services. Donc, on va rattraper ce que font les autres éventuellement, on propose autre chose. Donc, on sent qu'il y a toujours un point d'équilibre à trouver. Comment ça se passe un peu tout ça? J'ai décrit tous ces phénomènes-là autour de, vous pouvez retrouver sur le blog un truc qui s'appelle BFLNT. BFLNT. D'accord? C'est-à-dire délivrer pour les clients vitesse injugurale. F, fixer les bugs. L, améliorer les produits existants. N, nouveaux produits. Et T, la transformation de produits existants vers de nouvelles plateformes. 5 piliers en fait. Et donc on divise le temps d'une unité, d'une équipe, elle est divisée sur ces 5. La première, elle doit prendre 0 temps. C'est-à-dire que tous les services doivent être délivrés sans aucune action humaine. Et donc ça, c'est très constant dans l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qu'on fait manuellement, tout ce qu'on pourrait faire manuellement, est-ce qu'on peut l'automatiser? C'est-à-dire, oui, d'accord, le code, oui, d'accord, on a le code. Mais quand le rack, il arrive dans le data center. C'est quelqu'un qui pousse sur un chariot élévateur. Comment on peut automatiser ça? Quelqu'un intervient sur un serveur cassé, c'est le fixe. Comment on peut l'automatiser? Il n'y a pas de limite. D'accord? Et dans tous les ponts de l'entreprise, de toutes les millefeuilles de techniques, il faut l'appliquer. D'accord? Là, ce que tu as décrit, c'est qu'on fait, les nouveaux serveurs, les nouveaux. Quand tu as un produit, il faut l'améliorer régulièrement. Il faut une nouvelle version, une nouvelle fonctionnalité. C'est normal, il faut continuer à développer les produits existants. Là où on investit aussi, c'est des nouveaux produits. D'accord? On en a fait un peu, vous avez vu, il y a de nouveaux block storage qui arrivent, qui est un peu LN, d'accord, de nouveaux block storage qui vient arriver. L'archivage sur les tapes, pareil, c'est un gros développement. Donc on investit dans les nouveaux produits.
Et parfois, au bout des 10 ans, tous les 10 ans, tu as une transformation de la boîte à faire parce que la fondation était basée sur une techno et au bout des 10 ans, tu dis, ok, on l'a patché dans tous les sens, à un moment, il faut la réécrire pour pouvoir scaler sur les 10 ans à venir. On ne l'a pas développé sur 20 ans, on l'a développé sur 15 ans. Et donc là, c'est la transformation qui arrive. C'est comme ça qu'on réfléchit lorsqu'on bâtit les produits. Alors, on sait très bien aussi que dans des boîtes comme la tienne, un des nerfs de la guerre, ce sont les compétences internes, ce sont les ingénieurs, les chercheurs, les devs. Comment aujourd'hui tu arrives à attirer de nouveaux talents? Comment tu les gardes? Parce qu'on sait très bien que chacun va essayer d'attirer le talent de l'autre. Bien sûr, nous, notre recrutement, c'est d'abord les valeurs. La mission de l'entreprise, la culture de l'entreprise. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, tu as le choix entre une boîte A, B, C, D. Tu ne choisis pas la boîte A, B, C, D en fonction de ce que tu vas faire exactement. Tu vas choisir en fonction de c'est quoi la mission de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ensemble? C'est quoi l'objectif de la boîte? Comment moi je contribue à faire mon job, mais dans une globalité plus importante? Qu'est-ce qu'on bâtit ensemble? Donc ça, c'est vachement important à décrire et maintenir dans le temps. Nous, c'est très simple. Il y a les data. Nous, il faut qu'on propose tout l'ensemble des services autour des data en respectant les lois locaux, en respectant les cultures locales avec une approche multilocale du business. On n'est pas une boîte américaine qui dit il y a une seule vérité. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des vérités. Et on s'adapte à des clients locaux. On les prend en compte. Mais on est en train de délivrer tout l'ensemble des fonds de produits qu'ils ont besoin dans tout l'ensemble des pays, tout l'ensemble des segments. Donc ça, c'est des descriptions. Ensuite, tu as les valeurs de l'entreprise. Comment les gens doivent collaborer ensemble. Hyper important. Cette description-là permet à un moment de dire aux gens, attends, là, tu ne te comportes pas de la bonne manière. Là, tu te comportes de la bonne manière. D'accord? Et ça, c'est très important parce que plus les gens sont bons, moins ils ont d'ego et plus ils demandent à travailler avec des gens qui ont peu d'ego. Parce qu'ils sont tellement bons, ils n'en ont pas besoin. D'accord? Donc ça c'est le vrai cœur. Et ensuite, tu rejoins une équipe, tu rejoins un patron, tu rejoins une vision, tout ça. Et ensuite, le job en lui-même. Qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas contribuer? En fond, c'est très simple. C'est le pourquoi, moi, à un moment, j'ai posé la madeleine dans une boîte et je me suis dit, j'ai envie de créer cette boîte-là. Et j'ai voulu être le premier employé. Qu'est-ce qu'il fallait que moi, je puisse bosser dans cette boîte-là? C'est exactement le même principe que je fais. J'essaie de proposer à l'extérieur pour attirer les autres talents. D'accord. Alors, ce matin, on a vu beaucoup d'annonces, de nouveautés côté matériel, infra, le IaaS. On a vu beaucoup de software. Oui, aussi. Et on a parlé un petit peu de PaaS. Alors, aujourd'hui, comment toi, tu vois le PaaS dans l'offre globale de VH aujourd'hui? C'était tout le premier partie en fait, de la keynote, deux grosses parties animées par Laurent et Thierry pour les DevOps, Dev et Data Scientists autour de Public Cloud. Cette famille des produits, tout ce qui est sécurité, compute, stockage, base de données, network, l'intelligence artificielle et les big data analytics. Cette grosse famille. En tout, c'est 80 produits. Ces 80 produits, on est en train de les développer. Certains sont déjà là. On a déjà pas mal qui sont déjà là. Et on continue d'étoffer les portfolios de produits. Ça va nous prendre encore 2 ans pour avoir les 80 produits. D'accord? Dans certains cas, on développe avec des équipes internes. Dans certains cas, c'est des partenariats. Et dans certains cas, on rachète des boîtes. D'accord? Parce qu'ils ont développé une super techno qui sert beaucoup de l'intégrer. C'est ça qu'on est en train de faire. D'accord? Développer ces 80 produits. Donc c'est extrêmement important. C'est là qu'on a mis 1 milliard. On est à la bourse, on a levé 350 millions, on a ajouté 650 de cash qu'on gagne pour investir 1 milliard pour que derrière on puisse proposer à nos clients les nouvelles typologies de services. En termes de ça, on va faire un truc qui est complètement dingue. C'est qu'on va investir ces milliards-là d'euros, d'accord? Et on va open sourcer tout ça. On va donner à la communauté. Pourquoi? Parce que ce qu'on croit, c'est que moi j'ai vu en fait, ce qu'on croit, c'est que chaque entreprise, qu'elle soit grosse, par exemple les banques, ou voir nos concurrents ou nous,
on est tous en train de faire les mêmes développements. C'est-à-dire à un moment, les gens travaillent autour des Kubernetes, à un moment autour des Postgre, à un moment autour de l'object storage, à un moment ils s'occupent de l'intelligence artificielle, des deep learning, à un moment il y a des problématiques des data warehouse, à un moment il y a des sécurités autour des IAM, KMS, l'observabilité, à un moment il faut faire des NAT ou des load balancers, etc. C'est tous les mêmes produits. Et tu as centaines, 200, 300 entreprises, 300 équipes qui font le même développement en parallèle. Donc regarde la pognon qu'on brûle en Europe à faire tous la même chose. Notre idée c'est de dire on investit ces milliards-là, on crame beaucoup d'argent, on va développer cette suite-là en open source et on dit à toute la communauté européenne et pas seulement arrêtez de développer les mêmes conneries. Prenez ça, mettez ça dans vos data centers, arrêtez de développer ça, contribuez si vous voulez. Même si vous avez développé un truc qui n'est pas dedans, partagez-le. D'accord. Mais partons sur une base saine de 80 produits où tout le monde utilise la même chose. L'interopérabilité est beaucoup plus simple, tout le monde a la même API. Tu viens dans le cloud, tu peux te barrer du cloud, tu peux faire ton cloud chez toi, les mêmes technos, tu peux faire des multi-cloud très facilement. Je veux dire, tout devient beaucoup plus simple. C'est un peu rêve, un milliard quoi. Tu vois, si tu avais 1 milliard, je ne sais pas si tu t'investirais pour la communauté. Mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire. D'accord. Et on espère qu'on va créer un standard suffisamment fort et une communauté suffisamment forte pour qu'on ne s'occupe pas plus beaucoup sur les 80 produits. Nous, on va continuer d'investir. Et que la communauté commence à s'intéresser sur les autres produits. Les 20, 30, 50, 100 autres produits que là, les clouds américains, ils le font. D'accord. Mais ils le font en interne. Et pourquoi? Parce que je crois fondamentalement dans l'open source. La plus grosse boîte du monde, elle peut être défiée par qu'une seule chose, c'est l'open source, la communauté. On a bien vu ça dans le passé. Linux, il a montré sa force. D'accord, et Kubernetes, Docker ont montré sa force. Plein de technos qui ont montré leur force. Watson, IBM, qui en parle. Aujourd'hui, tout le monde est tout sur Flow ou PyTorch. Ben oui, mais c'est ça la communauté open source et c'est ça qu'on essaie de créer pour justement aider plein d'entreprises d'avoir toutes ces technos. Les banques, quand ils doivent faire d'intelligence artificielle, un bête OCR, d'accord, du document, ben, ils n'ont pas de techno en interne, on-prem. Ils doivent taper dans les API des cloud providers. Du coup, tous les documents internes, ils vont dans le cloud. Je ne sais pas ce qui se passe avec tous ces documents internes. Ils font la détection de ces... Je ne sais pas. Parfois, ces documents, c'est cool ou pas. Voilà. Donc, nous, on est vraiment là-dessus. On investit là-dessus. Donc, oui, très focus, beaucoup de stratégie là-dessus, beaucoup d'argent. Et puis, on a vu 4/5 de la keynote, c'est software. Oui, un 5e, c'est que le hardware, en fait. Un 5e. Alors, on constate depuis maintenant 1 an et demi qu'il y a chez certains de tes concurrents un grand débat autour de Rust. Alors, est-ce qu'en interne, il y a des équipes qui se posent des questions? Est-ce qu'il faut injecter du Rust? Est-ce qu'il faut pas en injecter? Alors là, on est dans des couches d'un très très bas niveau, évidemment. Mais est-ce que c'est des réflexions que tu as parfois avec tes équipes? Oui, on a des réflexions autour de ça. Aujourd'hui, on est fondamentalement PyTorch, Python, et de l'autre côté Go. D'accord. Donc là, on est en train on recrute beaucoup autour du Go. Pas encore au niveau du Rust. D'accord, mais on voit que la communauté grandit, on voit l'efficacité du langage, on voit la manière, c'est complètement différent de coder en Rust, un peu dans les autres langages. Ça ne va pas plus loin aujourd'hui, on fait ces typologies d'initiatives, mais surtout aujourd'hui on recrute surtout dans le Go. D'accord. Alors, sur les architectures un petit peu plus côté des serveurs, des LAN, enfin des blades, etc., on voit aujourd'hui, on a vu des slides avec effectivement AMD avec Intel, bon, ça c'est le grand classique aujourd'hui, mais actuellement on discute beaucoup des processeurs ARM sur la partie DC et serveurs. En Chine, on mise beaucoup sur le risque 5 à cause des sanctions américaines, mais pas que. Voilà. Est-ce que... Il y a un déclenchement d'une guerre économique. Ouais. Je veux dire, tout le monde se prépare à une guerre économique sans merci. Et est-ce que tous les continents, on est en train de faire des usines sur chaque continent pour pouvoir faire des microprocesseurs. On se prépare à un truc sans merci. Est-ce que, on a la même question que sur Rust,
Est-ce qu'en interne, vous commencez à travailler sur risque 5, sur ARM, et vous regardez un petit peu tout ça, ou est-ce qu'on est vraiment encore trop en avance de phase? Sur ARM, on travaille. D'accord, on continue l'exploration de l'ARM, mais on n'a pas trouvé de business model autour de l'ARM. C'est-à-dire, tout ce que les gens disent, ça consomme moins, c'est beaucoup plus efficace, etc. Oui, mais le prix, la standardisation, on n'y est pas encore. Pourquoi? Parce qu'on est extrêmement efficace dans nos data centers. D'accord? Donc on a un avantage concurrentiel grâce à water cooling, les technologies qu'on a développées, qui est dingue. D'accord? Et qui d'un coup, en fait, tu dis, bah là, c'est pas si intéressant que ça. Il faut continuer à investir et il y a plein de marché. Chez Shadow, donc une autre boîte que je possède, on vient de racheter Genie, qui est un streaming de l'Android. Ils ont besoin de faire tourner l'Android sous l'ARM avec des cartes GPU pour pouvoir streamer des choses. On va aller dans l'ARM, on est en train d'explorer. Mais à chaque fois, on s'est heurté en disant, si on y va, c'est pas pour les économies d'argent, etc., c'est pas par là. Il faut trouver des use cases. Et ces use cases-là ne sont pas si faciles à utiliser, à trouver. Les gains de productivité, ce genre de choses, on n'a pas vu de manière évidente. Donc on continue à avancer, mais c'est avec les clients. Si les clients nous disent on a vraiment des intérêts, on développe des technologies. Aujourd'hui, peu de clients nous ont dit qu'il y a des intérêts. D'accord. Alors, on va finir cet échange avec toi sur la partie Green IT et de l'éco-conception. Tu en as parlé un petit peu, effectivement, en keynote. Comment toi, tu vois un petit peu ces évolutions? Comment faire de l'éco-conception au niveau infra, au niveau serveur, au niveau software? Et comment tu mets en place des bonnes pratiques en interne déjà? C'est des sujets qu'on traite depuis début d'OVH. Water cooling, c'est 2004. D'accord? Donc, tout l'ensemble des recherches qu'on a depuis 20 ans, tous les jours, on fait de la recherche pour comment consommer moins d'énergie, comment être plus efficace dans les data centers. Là, on est en train de valider l'immersion. J'ai dit aux équipes, c'est que l'immersion dans les piscines, c'est n'importe quoi. D'accord? Donc là, j'ai dit, ok, donc, si vous voulez me proposer de la piscine, ça sert à rien, c'est pas pour ça. Et donc, ils ont inventé, en fait, l'immersion sur 3 niveaux. D'accord? Parce que la piscine, c'est super, mais ça prend beaucoup de place. Au final, le nombre de serveurs par mètre carré n'est pas dingue. Nous, on a recherche sur comment je mets les maximums de serveurs sur le mètre carré. Et donc, on empile des serveurs sur les 3 ou 4 étages. D'accord? Parce que ça coûte moins cher, on peut faire des serveurs moins chers. On regarde chaque coût, chaque élément de business model. Et donc là, sur l'immersion, ça nous permet en fait, sur 3 niveaux, de monter 60 kW, 100 kW. D'accord? C'est vachement intéressant. Mais c'est culturel en fait. C'est pas quelque chose où on s'est dit, on s'est réveillé un jour, on dit on va le faire à l'écologie. Non, c'est vraiment constant à réfléchir. C'est pour ça, par exemple, au niveau du CO2, on s'est engagé pour 2025 d'être sur les scopes 1 et 2, zéro CO2. Mais il y a un certain nombre de travaux qui sont encore à faire. Mais c'est surtout sur les scopes 3 en 2030 qu'on s'est engagé, ça sera aussi zéro. Les scope 3, ce sont les émissions CO2 que c'est pas toi qui tu fais, c'est tes fournisseurs. D'accord? Et donc c'est, par exemple Intel, il émet du CO2 pour produire des CPU. Nous on l'achète et donc du coup on prend le CO2 dans notre bilan que lui il a émis. Et on met dans notre bilan. Et nous on s'est dit c'est qu'on va arriver à 2030 à équilibrer tout ça à zéro. Donc tu as la production, par exemple, nous on produit des serveurs. Mais comme on produit les serveurs, toutes les pièces arrivent en pièces détachées. On n'a pas besoin de les emballer serveur par serveur pour les envoyer dans le data center. Tu imagines le nombre de cartons quand tu produis 100 000 serveurs par an. On ne produit pas ces cartons-là, on n'a pas ces wastes. On produit la baie complète, 48 serveurs dedans, un emballage qui est en métal et qui permet de transporter une baie entre les data centers. Imagine les économies qu'on fait au niveau de waste, de cartons, de différents éléments. Donc tout ça, c'est culturel, c'est profond dans l'entreprise. Ils sont en train d'arriver sur le software.
On va donner la moulinette en fait de consommation CO2 par data center, par offre, de manière très précise en fonction des consommations électriques et les sources d'approvisionnement d'un pays à l'autre. On sait qu'aujourd'hui, on aurait pu être déjà 100% à zéro CO2 sur le deuxième scope et le premier scope. Mais en Pologne, on a des data centers. On sait qu'en Pologne, c'est pas cool, la production d'énergie. Ben, on regarde comment on fait en Pologne, on regarde comment on fait en Allemagne, on regarde comment on fait en Singapour. D'accord? Donc, c'est des choses vraiment beaucoup plus ponctuelles. On a une approche, par exemple, sur l'eau, qui est dingue, d'accord? On fait du water cooling, donc on consomme 10 fois moins d'eau que tous les autres, d'accord? Parce qu'en fait, tout est en circuit fermé. Et on n'utilise pas vraiment d'eau pour l'évaporation. En tout cas, les quantités sont extrêmement faibles. Et on a des systèmes de récupération. Et en fait, tout ça, c'est pas un truc, il y a une stratégie, etc. C'est culturel. Les gens viennent bosser chez nous parce que pour ça, d'accord, ils viennent bosser chez nous parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos valeurs, c'est comme ça qu'on réfléchit. Très bien. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Et puis si les gens se posent des questions, effectivement Garage Poudre, et il y a toutes les infos dessus. Et je suis toujours sur Twitter, LinkedIn pour plein de questions. N'hésitez pas à me remonter plein de Super. feedback. Un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci.